Mona Greenbaum ne se destinait pas à devenir maman, pas du tout. Mais un voyage à San Francisco lui a fait changer d'idée. Devenir maman l'a transformée, elle est devenue une militante et elle a fondé la coalition des familles LGBT+. Voici les affirmations de Mona Greenbaum. Affirmation, une série de balados-diffusions sur des personnes qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à Affirmation, Mona Greenbaum. Merci beaucoup. Écoute, je vais te le demander. On utilise les accords et les pronoms féminins avec toi? Exactement. Parfait. Ah, c'est un plaisir de te recevoir. Carrément. Tu es venu au monde le 18 juin 1964 à Montréal. Parle-nous de ta famille. C'était comment chez les Greenbaum? Mais je viens d'une famille très, très, très typique. J'étais née dans l'ouest de Montréal, donc une famille anglophone. Oui. Donc, vraiment, des parents qui ont été ensemble pendant plus que 40 ans. J'ai une frère, c'est comme une enfance complètement normale et pas remarquable du tout. Bon. Et t'étais sage? Oui, oui et non. Mais moi, je pense que oui, comme avec la vision qu'on a aujourd'hui, mais dans le temps, mes parents ne m'ont pas trouvé sage, non. Bon, c'est correct. C'est une question de perception. Oui. Donc, tu as grandi en anglais, mais tu as appris le français. Comment ça s'est passé? Parce que, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que tu viens d'une époque où c'était quand même, il y avait un clivage entre anglophones et francophones à Montréal. Complètement, complètement. Même mon frère, qui est 6 ans plus jeune que moi, a eu beaucoup plus de français à l'école que moi. Mais j'ai vraiment appris comme avec la coalition. Ah. J'étais comme presque uniquement anglophone jusqu'à mes trentaines. Puis avec la coalition, comme il y a beaucoup de personnes à la coalition qui sont des francophones, donc j'ai appris en faisant. C'est incroyable parce qu'à t'entendre, on penserait que tu as toujours parlé les deux langues sans aucune difficulté. Non, mais merci. Ah, wow. Puis je vais me permettre, parce qu'on en a discuté déjà auparavant, toi et moi, ta famille est de confession juive. Oui. Tu n'es pas pratiquante, mais tu dis que la culture juive aurait peut-être influencé la personne que tu es. Comment? Oui, mais même je suis comme profondément athée, mais je suis quand même culturellement juive et puis je m'identifie comme juive. C'est une culture différente que comme la culture de majorité ici. Mais on a comme exemple le concept de Tikkun Olam, qui est vraiment un concept de qu'il faut réparer le monde. Qu'il faut travailler pour comme créer un meilleur monde. La justice sociale, c'est très, très, très ancré dans cette communauté. C'est aussi comme une communauté très... qui aime beaucoup se débattre. Oui. Donc, on aime discuter, on aime échanger, puis on n'a pas besoin d'avoir les mêmes opinions. C'est vraiment... le débat en soi, c'est quelque chose d'agréable. Donc, j'ai grandi dans une famille comme ça. Puis, je pense que ma propre famille est un peu comme ça aussi. On aime comme discuter comme jusqu'à l'éternité sur n'importe quel sujet. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir la même opinion, mais c'est juste la joie de discuter. C'est jamais pris personnellement? Jamais, jamais, jamais. Alors, comment fais-tu, parce que tu es dans le Québec, on va le dire, c'est une société qui aime bien se dire consensuelle et n'aime pas trop les débats, c'est toute une adaptation, ça. Mais oui, j'ai découvert ça assez rapidement quand j'ai commencé à travailler dans cette communauté, que comme d'avoir des opinions un peu différentes ou de comme vouloir entrer dans une pour moi, comme débat, c'est comme une match de tennis. Oui, c'est le fun, mais là, c'est pas perçu comme souvent, c'est perçu un peu comme une attaque au personnel. Oui. Donc, c'est vraiment comme cette idée qu'on doit être tout en consensus. Pour moi, ça fait même pas de sens. Pour moi, c'est impossible. Et puis, c'est correct qu'on n'a pas les mêmes opinions. C'est normal. Mais dis-moi, quels étaient les sujets de débat chez les Greenbaum? Oh my God! Mais demande à ma conjointe, mais comme n'importe quoi. On peut comme discuter la différence entre le persil et la coriandre pour comme 30 minutes, là. Comme n'importe quel sujet. On s'ennuie pas chez les Greenbaum. Non. Beaucoup de discussions, les politiques, la culture, mais les dans ta niaiseries. famille, à l'époque, c'était quoi les débats? Un peu comme la même chose aussi, comme discuter de n'importe quoi, et puis c'est le fun. Et puis je pense que c'est pas juste nous, comme c'est vraiment culturel. C'est pas pour rien qu'il y a tellement d'avocats et d'avocates juifs. Comme c'est comme le débat, c'est le fun, et puis on aime ça, et puis c'est un peu comme un jeu. Donc, au-delà des débats, tu as quand même, t'es une personne qui a étudié, tu as quitté la maison à l'âge de 17 ans pour les études. Qu'est-ce que
En quoi as-tu étudié? Mais j'ai étudié en biochimie, Wow. donc un sujet complètement différent. Et j'ai jamais pensé que je vais finir comme en faisant du travail comme militante dans la communauté LGBT. C'était pas par exprès, j'ai pas comme planifié ça. C'est juste comme arrivé un peu comme organiquement. La biochimie. Oui. C'est un peu aride, là. Oui, mais moi, j'ai aimé ça dans le temps. J'ai travaillé à l'Hôpital général de Montréal en recherche pendant une décennie. Donc, j'ai aimé ça, mais comme à la fin, comme je me suis tannée un peu parce que les résultats sont pas comme assez rapides. On voit pas nécessairement comme les changements immédiatement. Puis moi, j'aime comme de faire quelque chose et puis voir le résultat. Donc, dans la recherche de base en biochimie, ça peut prendre comme 2-3 ans. Et puis donc, on regarde en arrière pour dire, oh oui, on a avancé. Donc, c'est pas immédiat. Faut être patient. Oui, qui n'est pas ma qualité. Ah ben là, tu m'étonnes. J'ai toujours pensé que tu étais une personne patiente parce qu'avec tout ce que tu as fait avancer, ça prend quand même une patience d'attendre les résultats. Oui, c'est vrai, mais en même temps que pour toute ma carrière, j'ai vu des avancées et puis c'était comme assez gratifiant, comme même si c'est pas toujours tout de suite, mais par incrément, comme little by little, à petit peu. Oui, c'est ça, exactement. J'ai vu des avancées, donc, mais je ne suis pas de nature une personne patiente du tout. Et tu as étudié où? J'ai étudié d'abord à Carleton et puis ensuite à McGill. OK. Et donc, tu es une scientifique à la base. Oui. Et puis les gens me disent ça, que j'ai une façon de penser très cartésienne. On va faire une petite pause. Alors là, c'est la question qui tue, Mona Greenbaum, notre invitée à Affirmation. La question qui tue, comment as-tu découvert que tu étais attirée par les femmes? OK, mais je dirais peut-être à l'âge de 11-12 ans. Déjà? Oui, c'est ça. Oui. C'était au début de la puberté que j'ai commencé à avoir des feelings envers comme mon meilleur ami qui était une fille. Et puis, dans le temps, comme c'était les années 70 ou au début des années... Non, oui, c'est ça, les années 70, c'était comme vraiment impensable parce qu'il n'y avait pas de lesbiennes ou de gays visibles. C'était vraiment l'époque de Anita Bryant. Oui. Anita Bryant, pour ceux qui ne savent pas, c'était une chanteuse, une chanteuse en Floride, et qui était partie en cabale contre les homosexuels. Oui. À l'époque, on disait les homosexuels, et qu'elle elle craignait de les voir dans les écoles comme enseignants, puis bon, elle s'est faite entartrer, si on se rappelle de l'épisode. Tout ça pour dire, exact. Et c'est étonnant parce que les mêmes arguments, on les entend maintenant de nos jours. Oui, c'est vraiment dommage. Mais dans le temps, comme enfant, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'homosexualité. C'était elle à la télévision. Ça donnait pas le goût de l'être, hein? Non, pas du tout. Et puis j'ai pensé que j'étais la seule au monde, vraiment. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Oui. Alors, comment as-tu navigué tout ça? Parce qu'à 11 ans, c'est pas facile, là. Oui, c'est ça. Mais ça a commencé lentement. Et puis, comme au début, comme vraiment 13-14 ans, j'ai découvert quelques livres qui parlaient de ça. Il y avait en anglais un livre qui s'appelait Our Bodies, Ourselves, qui était vraiment progressiste et qui avait comme un petit chapitre sur les relations sexuelles lesbiennes. Et puis, je pense que je l'ai lu comme 6000 fois. Oui. Il y avait des images ou c'est juste Non, mais des photos des couples, mais rien d'explicite, mais c'était quand même, ça me montrait que ça existait comme réalité, parce qu'il n'y avait aucun modèle autour de moi. Puis la seule chose, c'est que j'ai entendu à l'école, c'était comme des remarques négatives sur les gays, mais à part de ça, j'avais comme personne comme modèle pour voir devant moi. Yeah. On est de la même génération. Je peux vraiment comprendre comment tu as vécu ça. C'est horrible parce qu'on a peur d'être humilié, de se faire intimider. Mais oui, c'est ça. C'était juste associé avec des choses négatives. Et puis même, mes parents, je ne les ai jamais entendus dire quelque chose de négatif sur les gays, mais non plus jamais quelque chose de positif. Donc, j'ai anticipé comme un rejet si je faisais mon coming out aux autres. Donc, ça m'a pris beaucoup d'années. Oui, bien justement, parce que tu as fini par faire un coming out. Mais oui. Alors,
Comment ça s'est passé avec la famille? Mais c'était pas comme le genre de coming out comme je suis lesbienne, mais je suis arrivée à la maison quand je vivais à Ottawa, quand je faisais mon bac à Carleton avec ma blonde. Et puis mes parents, comme sans le dire, mais c'était évident, mais sans le dire explicitement, mes parents la détestaient comme complètement. Et puis c'était pas sa faute. C'était vraiment comme parce que c'est là que mes parents ont découvert que j'étais différente. Mais après ça, comme quand je suis arrivée plus tard, comme vers l'âge de 24-25 ans, avec ma conjointe actuelle, Nicole, je pense que mes parents sont déjà habitués un peu plus à l'idée. Et puis Nicole est tellement charmante que comme ils l'ont adorée. Donc mes parents ont fini en étant comme des parents énormément ouverts. Puis ils ont même comme marché dans le défilé de la fierté avec nous comme pendant des années. Donc ils étaient un peu comme des pionniers de leur propre façon. Alors, il y avait quand même si on disait que tu n'étais pas militant, il y avait quand même un petit côté un peu militant, un peu activiste de faire les défilés à cette époque-là. Oui. Mais c'était au début comme de la coalition. Donc, je parle pas comme quand j'étais... Non. Quand j'étais dans mes vingtaines, non, j'étais pas du tout activiste. J'avais pas ça en tête. Je voulais comme avoir des blondes et puis avoir du fun, mais je pensais pas à ça. C'était le plus loin dans mes pensées possibles. Je n'étais pas intéressée par ça. J'étais je vivais ma vie. Donc, tu avais une blonde à l'université. Oui. En fait, on était à la même université à peu près en même temps. Moi, j'étais en journalisme à Carleton. À Carleton, oui. OK. Donc, on a beaucoup de points en commun, toi et moi. Je viens de me rendre compte de ça. Mais vivre ouvertement... On ne vivait pas ouvertement notre homosexualité à cette époque-là. Non. C'est plutôt des bars clandestins. Non, c'était très clandestin. Donc, probablement, tu te souviens, à Ottawa, il y avait le Go Center. Oui. Comme c'était comme une salle, comme on marchait dans des escaliers. C'était clandestin, oui, complètement. Un peu glauque aussi. Oui. Est-ce que tu as, à un moment ou à un autre, vécu de l'intimidation de par le fait que tu étais une femme qui aimait les femmes? Non, j'étais trop dans le placard. Au début, comme si on parle du début de mes vingtaines. Oui. Après ça, je dois dire que comme quand j'ai commencé vraiment à vivre ma vie comme lesbienne, j'étais out partout, comme vers mes mi-vingtaines. Et puis, j'ai jamais vécu des grands problèmes de discrimination avant d'avoir pensé à fonder une famille. J'étais comme out à ma famille, dans mon quartier, au travail. Et puis, c'était smooth. C'était vraiment pas difficile. Là, je suis curieux. Ça fait un peu mémère, mais comment tu as rencontré ta conjointe actuelle, Nicole? Dans une bar. Oui, on s'est rencontrés à un bar qui s'appelait Lilith. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un petit bar. Petit bar, oui. Oui, sur Saint-Denis. Et elle venait comme de l'Est de Montréal, moi de l'Ouest. Ah, puis les gens se rejoignaient sur la rue Saint-Denis. Oui, c'est vraiment classique. Ouais. Et puis, dans le temps, moi, je ne parlais pas français. Et puis, Nicole n'avait pas énormément d'anglais. Donc, c'était vraiment le body language. Oh, wow! Ça, c'est vraiment amusant. Oui. Et vous avez réussi à vous entendre, même si vous n'aviez pas nécessairement la même langue. Oui, mais je savais comme presque tout de suite que c'était mon type de personne. Comme on cliquait, et puis c'était dans les deux directions, c'était vraiment comme presque love at first sight. Je sais que tu aimes bien garder cet aspect-là de ta vie un peu plus discret, mais qu'est-ce qu'on peut dire de Nicole? Mais c'est comme... Pour moi, comme Nicole était une personne extrêmement gentille, généreuse, intelligente, cool, comme elle a toutes les qualités. Puis ça fait maintenant 36 ans que je suis avec elle. Et tu ne vois que les qualités encore après 36 ans? Oui. Et puis on a passé à travers toutes sortes de choses. Et comme mais nos 4 parents ont décédé, des amis, des maladies. On a eu vraiment les hauts et les bas, mais c'est une personne incroyable. Je suis énormément chanceuse. Je lui ai pas demandé. Je deviens un peu émotive juste en disant ça. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi si je lui posais la question? Je sais pas. Il faut la poser. Mais c'est beau parce que être amoureux depuis 36 ans comme ça, il y a beaucoup de couples qui ne réussissent pas à se rendre là. Oui, je sais. On est très chanceux. C'est quoi la recette, tu penses? Mais, les débats.
Oui, non, elle n'est pas, parce qu'elle est québécoise, Nicole, donc elle n'est pas autant dans cette culture. Elle nous regarde comme amusée, un peu comme moi et nos deux enfants, comme comment on fait un débat, et puis elle trouve ça drôle, parce qu'il y a comme du débat, mais on se taquine aussi, donc, mais elle n'est pas dans ça. C'est pas son style, et puis je reconnais la différence culturelle, et puis elle aussi, mais c'est correct. Mais c'est comme, pour nous, c'est comme le respect mutuel, l'amour, comme... On est très attentif. Oui, attentif l'une vers l'autre. La communication, j'imagine. Oui, mais c'est sûr. Et puis, la joie de vivre et puis des valeurs similaires. Puis, je voulais quand même dire que, quand même, ta conjointe, toi, tu étais biochimiste. Elle est médecin. Médecin, oui. Wow. Oui. Fait que c'est quand même... Et puis, c'est pour ça que quand on a rencontré dans une bar, mais ensuite, on a découvert qu'elle travaillait à l'hôpital sur le coin de Saint-Urbain. J'ai un trou de mémoire. L'hôpital Saint-Luc à l'époque, qui est le CHUM maintenant. Oui, et puis moi, j'étais à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Mm-hmm. Oui, donc c'est ça. Donc, c'était juste à l'autre côté de la rue. Donc, c'était comme vraiment le destin. Pour vous rencontrer. Le destin, oui. Alors, dis-moi, comment... Hôtel-Dieu, ça, c'est l'hôpital. Dieu. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'hôpital où elle travaillait. Elle travaillait à l'Hôtel-Dieu, excuse-moi. Oui, d'accord. Oui. C'est moi qui ai mêlé. Moi aussi, oui. j'ai mêlé les... On mêle nos rues, hein. C'est ça qui arrive. Donc, vous meniez une vie extraordinaire, toutes les deux, ça allait bien, vous étiez en amour. Et tout à coup... J'ai eu l'horrible idée d'avoir des enfants. Et comment c'est arrivé, ça? Oui, parce que tout allait bien. Comme on était quand même 10 ans ensemble comme couple avant qu'on a même parlé de ça. C'était pas comme si c'était sur notre première date. On était toutes les deux pas intéressés. Mais on l'a jamais discuté. Moi, je n'étais pas intéressée, elle non plus. Mais j'étais déjà comme au début de mes trentaines. Mon frère venait juste d'avoir un enfant qui était très mignon, mon neveu Max. Et en fait, mais comme tu as mentionné au début, on a fait un voyage à San Francisco parce qu'on voyageait beaucoup dans ce temps-là. On laisse notre cœur à San Francisco, comme dirait Tony Bennett. C'est ça. Puis on était dans une bar, comme on buvait des cafés irlandais. Puis juste à côté de nous, sur une table, il y avait une revue. Donc, je l'ai vue, puis je l'ai pris en main. Et puis, sur la couverture, il y avait comme 2 femmes avec leurs 3 enfants. Puis, c'est drôle à dire, mais comme si j'avais peut-être 31 ou 32 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une famille homoparentale. Wow. Donc, c'était vraiment comme parlant de comme manque de modèle. Il y avait, c'est la première fois. Donc, c'est un peu comme cliquer dans ma tête que, OK, oui, c'est possible. Puis c'était un peu comme à partir de ça que comme mon horloge biologique a commencé à ticker, comme on dit. Ticker, oui, c'est ça. Ah ouais. Donc, tu en as parlé à Nicole. Comment a-t-elle réagi? Parce que toutes les deux, vous n'étiez pas vraiment... Vous n'aviez pas la fibre parentale à cette époque-là. Non. Mais au début, comme elle voulait pas, comme elle n'était pas intéressée parce qu'on avait quand même une vie très belle ensemble. C'était juste une vie pleine. 2 professionnels avec des bons revenus. Oui, c'est ça, avec des revenus. Et puis, c'était tout beau. Mais je l'ai convaincue parce qu'elle voyait que, mais ça, c'est notre genre de couple. Que comme moi, si je voyais que Nicole voulait avoir quelque chose vraiment, donc j'irais comme en ligne avec elle. Et puis, c'était la même chose. Elle voyait que je voulais vraiment avoir des enfants. Donc, finalement, elle est devenue très enthousiaste. Mais ça a pris du temps. Aussi, elle hésitait parce qu'elle pensait, mais qu'est-ce qui va être la vie pour un enfant dans ce monde-là, dans notre société, avec 2 mères? Oui. Donc, elle se questionnait sur ça aussi. Donc, vous avez la décision, on est à peu près quoi? Dans les années 90, à peu près? Oui, exact. Fin 90? Mi-90. Mi à fin, oui, exact. Et là... on décide qu'on veut avoir des enfants, mais là, c'est parce que vous êtes 2 femmes, évidemment, il y a des choses qu'on c'est pas spontané, c'était pas juste en faisant amour. Oui. Non, exactement. Alors, comment ça s'est passé? Mais au début, on a naïvement pensé qu'on peut juste aller à une clinique de fertilité parce que comme on a réfléchi, on a décidé qu'on ne voulait pas avoir un donneur connu.
Donc, on a essayé de faire un rendez-vous et puis on a vu que les portes étaient barrées pour Ah nous. oui? Oui, c'est ça. Ils nous refusaient Systématiquement complètement parce que vous étiez deux partout. femmes. Oui, exact. Ils disaient pas ça. Ils disaient parce qu'on n'était pas une couple mariée, parce qu'on n'avait pas accès au mariage. Le mariage n'était pas Non, permis. c'est ça. Donc, c'était un peu comme la façon de nous refuser. Donc, c'était comme pour moi le premier claque dans le visage. Et je pense que beaucoup de militants, comme ils commencent leur militance en ayant vécu comme une claque. Ouais. Donc, ça, c'était la première chose. Mais, et puis, c'était au début de l'époque des ordinateurs. Hein, que je pense que j'ai eu mon premier ordinateur à ce moment-là. Donc, c'était pas comme... L'information n'était pas aussi disponible que maintenant. Non. Donc, c'était Puis c'était long, là. Il fallait se connecter sur le téléphone oui, avec oui. tous les petits bruits. Oui. Oui, c'était vraiment long. Ouais. Et puis, il y avait ce qu'on a appelé dans le temps les listservs. Oui, c'est oui. ça. Donc, c'est un peu comme des clavardages, comme où on peut échanger. Puis, donc, je me suis connectée avec un groupe qui s'appelait Moms, qui était plein de comme femmes lesbiennes partout au monde, mais particulièrement aux États-Unis. Puis, des femmes extrêmement généreuses qui ont dit, mais il y a une clinique à San Francisco, par coïncidence, à San Francisco aussi, qui était ouverte aux lesbiennes. Et puis, vous pouvez venir ici, rester avec nous. Et puis, ils m'ont donné toutes sortes de conseils. Donc, j'ai commencé à faire un peu comme la recherche sur comment est-ce qu'on peut fonder cette famille-là. Et donc là, j'ai parlé avec des cliniques à Boston, en Californie, avec toutes sortes de personnes. J'ai appris beaucoup de choses. Puis à un moment, on s'est dit, Monica, si jamais on réussit à avoir un enfant, on va partager cette info avec d'autres personnes parce qu'on a dit, il doit y avoir d'autres lesbiennes au Québec qui voulaient fonder une famille aussi comme nous. Donc, on va commencer peut-être un petit groupe. Oui. C'est toujours drôle, hein, parce que tu minimises tout, mais on sait que c'est rendu gros, la coalition des familles LGBT+, oui. Oui. Donc, c'était comme ça. Puis, donc, finalement, on a pu fonder notre famille. On a eu comme du sperme, des échantillons de sperme livrés au Québec, finalement. Qui venaient de quel endroit? De Californie. De Californie. Oui, c'est ça. Donc, c'était livré dans un contenant d'azote liquide. Mais il y a eu comme toutes sortes de problèmes. C'était comme parfois arrêté aux frontières. Et puis, c'était toute une aventure de faire ça. Mais finalement, je suis devenue enceinte. Et donc, c'est ça, donc peut-être au milieu de la grossesse, on s'est dit, mais il faut peut-être qu'on contacte un avocat pour comme, mettre en place les droits parentaux pour Nicole, parce qu'on a pensé comme c'est important que ça soit tout légalisé. Donc, encore très naïvement, on a dit, on va visiter un avocat et on va mettre les papiers en place, point. Car on pensait que ça va être 1 ou 2 visites maximum. Puis, ça a déclenché toute une cause qui était devant les tribunaux pendant 4-5 ans. Oui. J'aimerais savoir, je pense qu'il faut te le demander. Premièrement, le premier refus d'une clinique de fertilité. Oui. Puis après ça, cet autre refus, cette autre démarche. Oui. Toi, en tant que citoyenne du Québec, du Canada, te faire refuser ce que tu penses être fondamental, comment tu as vécu ça? Mais c'était terrible parce que, comme j'ai dit, comme au début de mes vingtaines, comme je vivais ma vie comme lesbienne vraiment avec beaucoup d'aisance, comme c'était pas difficile pour moi. Donc, soudainement, j'étais confrontée à comme quelque chose pour moi qui était tellement importante et comme tellement de base de vouloir comme fonder une famille. Et puis, j'étais refusée. Puis, je voyais comme des blocages partout. Donc, ça, c'était comme... Ça m'a fâchée, ça m'a extrêmement frustrée. Et puis, donc, c'est ça qui a motivé mon militantisme. Et Nicole, comment ça se... Même chose que toi, hein? Même chose, ouais. Oui, c'est sûr. Et puis au début, elle était comme avec moi dans ça, mais quand comme ça commençait à rouler un peu avec la coalition, comme à un certain moment, elle a dit comme, OK, là, ça c'est comme ton travail, puis elle s'est retirée un peu de ça, mais c'est ça. Donc, on était les deux très impliqués avec les débuts de ce qui était dans le temps l'Association des mères lesbiennes. Oui, au départ, c'est ça qui a commencé. Oui, c'est ça. Donc, je vais revenir à ça. Donc, tu te rends compte qu'il n'y a pas moyen de changer les lois
ça prend des avocats. Oui, c'est ça. Puis Ça notre prend cas a une monté. implication à temps plein. Tu quittes ton Oui. travail. Oui, exactement. Mais j'ai eu, comme entre-temps, on a eu comme un deuxième enfant parce que j'avais déjà 35 ans et puis au début, on voulait avoir 3 enfants. Donc, c'était comme 2 grossesses, accouchements, congé de maternité, comme une après l'autre. Donc, j'avais déjà 37 ans, puis on a commencé dans notre cas. Le groupe a été fondé quand notre premier enfant avait juste 6 semaines. Donc, et puis, il y avait déjà 40 femmes. On l'a fait dans le salon de notre maison. Et puis, donc, ça a commencé à rouler, l'organisme, et on était impliqués dans cette cause, puis aussi dans la cause pour l'accès aux cliniques de fertilité. Donc, ça a commencé à devenir comme un job un peu plus à temps plein, puis on a fait comme une décision conjointe que comme je vais continuer à travailler sur ça au lieu de retourner au travail, parce que c'était tellement important pour nous. Mais là, il faut dire que c'est un gros choix parce que Oui. tu perdais ton revenu. Oui. Puis, Et puis, au départ, c'était bénévole. Là. Non, complètement. Je pense que, comme, si je me souviens bien, j'avais pas eu comme un sou avant peut-être 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Au moment où la coalition a été capable de trouver des fonds pour payer cette direction générale. Éventuellement, on a été subventionné, mais ça a pris du temps parce que historiquement, il y avait une discrimination contre les organismes LGBT aussi. Oui. Parce que, il y en a toujours, mais à ce moment-là, on ne donnait pas d'argent, on donnait plus d'argent pour la recherche pour le VIH. Exactement. Ce n'était pas une mauvaise cause, là, on s'entend. Non, c'était très important, mais ce n'était pas le seul enjeu qui touchait nos communautés, mais c'était le seul enjeu qui était subventionné par le gouvernement. C'est tellement intéressant de regarder aujourd'hui comment c'est difficile pour les organismes de VIH d'obtenir du financement. Ah oui. Oui, comment les choses ont évolué. Oui. Tu as eu 2 enfants? Oui. Allons-y. Comment s'est passée la grossesse? C'était difficile? Non, mais physiquement, c'était très bien. J'ai eu 2 grossesses faciles. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas contentes d'entendre ça présentement. Non, oui. Elles sont jalouses, c'est correct, oui. Oui, mais non, pour moi, c'était très, très naturel, très bien. C'était des bonnes expériences. Socialement, on était vraiment comme quelque chose de spécial, je dirais, parce que comme deux femmes qui fondaient une famille, il n'y avait pas beaucoup. Et ça attirait l'attention des médias aussi beaucoup, au départ? Oui. Dès presque les premiers mois de l'existence de l'Association des mères lesbiennes, on était contactés par les médias. Puis je dois dire que comme à travers ma vie, comme j'exagère pas, j'ai fait comme, je suis certaine, plus que 1000 entrevues. J'ai fait tellement à travers les années. Et puis au début, j'étais très timide pour faire ça, mais comme on s'habitue. On n'a pas le choix, hein? Non, on n'a pas le choix. Et puis, j'ai réalisé à un moment l'importance de sensibilisation. Et ça a fait toute une sensibilisation. Et on verra au retour de la pause jusqu'à où ça s'est rendu et comment les choses ont évolué grâce à toi, à ta conjointe et aux personnes qui ont suivi. Oui. Certaines personnes naissent militantes, d'autres le deviennent. Mona Greenbaum fait partie du deuxième groupe. Beaucoup de familles queer ou LGBTQ+, ont pu s'émanciper grâce à son militantisme. Voici les affirmations de Mona Greenbaum. Affirmation, une série de balados-diffusion sur des gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Mona, toi et ta conjointe avaient eu 2 enfants, comme on l'a découvert. C'est toi qui les as portés et tu t'es rendu compte que, comme tu l'as signalé avant la pause, qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien pour les personnes queer qui voulaient être parents.
C'est là que tu as décidé de les regrouper, de regrouper ces personnes. Alors, raconte-moi comment ça a commencé. Oui. Parce que là, tu parlais des réunions Oui. dans ta famille, mais dans ta maison, mais il fallait regrouper ces gens-là, les trouver. Comment ça s'est Oui, fait? c'est ça. Et puis, comme j'ai mentionné, c'était vraiment au début de l'époque des ordinateurs personnels. Ouais. Donc, on a littéralement fait des photocopies, on a mis des annonces dans les centres des femmes et un peu dans les universités, un peu partout, et sans demander aux gens de faire le RSVP. Donc, on ne savait pas ce qu'on attendait. On a fixé une date, c'était le 6 octobre 1998. Et puis, c'est ça, il y avait 40 femmes qui arrivaient. 40 femmes dans ta maison? Oui, c'est ça. Est-ce que c'était assez grand? Non, non, pas du tout. On était vraiment comme crampés dedans, dans notre salon, et comme personne ne se connaissait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. C'était le début d'une communauté. Et c'était vraiment, tout le monde était fébrile parce que comme on manquait cette communauté, on avait besoin de cette communauté. Beaucoup de femmes sont arrivées avec leur bébé dans leurs bras. Oui, leur bébé, des futurs parents, Ouais. oui, ou des femmes qui avaient eu C'était des surtout enfants. des femmes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'était créé comme l'Association des mères lesbiennes parce que dans ce temps-là, comme des hommes gays qui fondaient des familles, c'était comme seulement dans un contexte d'hétérosexualité. Oui. Et puis, donc, c'était impossible. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes gays qui ont eu des enfants, mais oui, avec des femmes. Oui. Et bon, ça crée pas mal de difficultés aussi Oui. après Mais ça. c'était la même chose pour les lesbiennes. On avait des lesbiennes comme ça aussi dans notre groupe, des lesbiennes qui étaient mariées avec des hommes et puis qui ont fait comme une coming out tardive. Mais oui, c'était au début, moi, je n'avais pas accès aux hommes gays qui voulaient fonder leur famille ou qui avaient eu leur famille dans un contexte de l'homosexualité. Mais c'était toujours comme mon but. C'était d'avoir un groupe pour tout le monde, pas juste les lesbiennes. C'était quoi un peu la réaction dans la salle, dans ton salon, les gens qui tout à coup se regardaient, mon Dieu, je suis pas toute seule. Oui, mais on était excités d'être ensemble et puis c'était comme tellement, tellement important pour nous parce qu'on avait comme, moi et Nicole, des amis gays et lesbiennes avant, mais à ce moment-là, mais personne qui était intéressé à fonder une famille. Donc c'était comme wow, on existe. Wow. C'est ça, comme je dis souvent, même le mot homoparental, ça n'existait pas quand le groupe a été fondé. Ou c'était comme le mot vient juste d'être inventé en France. Oui. Donc, on n'avait même pas un mot. On ne peut pas comme être plus invisible que ça. Wow, il y a tout un chemin. Mais oui. Continuons justement. Alors, on l'a dit avant la pause, tu as tout lâché, tu as laissé ton travail, tu t'es investi dans cet organisme-là de façon bénévole. En plus d'avoir tes propres batailles à toi, parce qu'il a fallu se battre pour avoir accès à du sperme d'un donneur pour pouvoir que tu puisses tomber enceinte. Oui. Mais on avait aussi notre bataille juridique. Votre bataille juridique. C'est ça qui a pris beaucoup de temps. C'était comme entre... Pour faire reconnaître Nicole. Oui, c'est ça exactement, parce que quand nos enfants étaient nés, les deux, sur leur acte de naissance, ça disait Mona, mère, père non déclaré. Donc, le nom de Nicole était nulle part. Elle n'était pas reconnue comme parent. Elle n'avait aucun droit sur les enfants. Aucun droit. Et puis, nos enfants avaient seulement un parent légalement reconnu. Donc, moins de protection pour nos enfants aussi. Donc, et puis, de quelque chose qu'on a pensé va être très évident. Donc, finalement, on a eu 4 avocats. Ça nous a pris 5 ans. Le procureur général du Québec était impliqué dans la cause. La direction de la protection de la jeunesse aussi. Ça nous a coûté beaucoup d'argent aussi. Donc, c'était vraiment un long voyage. Sans dire le montant, vous vous êtes endetté beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc... Et puis, c'est ce cas-là qui a contribué à pousser le gouvernement dans la bonne direction en 2002, quand on a eu la reconnaissance des familles homoparentales dans le Code civil. On parle de 2002, on est en 2025. Exact. Ça fait juste 23 ans. Oui. C'est quand même. Oui. Et donc, tout ce temps-là, Nicole, à tout moment... Admettons, c'est ça que ça fait. On ne voulait pas ça, mais elle n'avait aucune protection. Et si vous étiez séparés, elle n'aurait eu aucun droit sur les enfants. Oui, c'est ça. Et puis, malheureusement, on a vu des cas comme ça dans les deux directions. Dans la direction que, comme la mère biologique, parfois coupait l'accès aux mères non biologiques. Donc, elle n'avait pas le droit de visiter
ses propres enfants, ou bien comme la mère non biologique quittée sans comme contribuer à une pension alimentaire. Donc, les mères non biologiques n'avaient pas des droits ni des obligations. Donc, c'était vraiment dommage. Et dans votre cas à vous, donc, tu as réussi à faire reconnaître Nicole, elle est devenue coparent. Comment est-ce qu'on explique ça? Aux deuxième mère? Deuxième mère, Deuxième mère. oui, Là, maintenant, on peut avoir deux mères, deux pères sur le... Exactement, depuis 2002. Et puis, à ce moment-là, quand la loi a été adoptée en 2002, Québec était la place la plus avancée au monde en termes des droits pour les familles LGBT+. Donc, c'était vraiment quelque chose, on était leader mondial. Et ça a eu des petits partout au Canada et ailleurs. Oui. Revenons sur cette coalition, parce qu'au départ, c'était l'association. Comment tout ça a évolué finalement? Mais autour, je dirais, peut-être 2004-2005, j'ai commencé à rencontrer des hommes gays qui avaient des enfants, qui n'étaient pas comme créés dans un contexte hétéro. Et puis, donc, il y avait comme quelques familles. On a commencé à parler. Moi, j'ai voulu tout de suite créer comme un groupe pour toutes les familles homoparentales, comme avec père ou mère. Mais à ce moment-là, on était comme peut-être 400 familles lesbiennes et puis peut-être une dizaine de familles. Donc, ils se sentaient comme moins moins autonomes dans tout ça. Donc, je les ai aidés à créer un groupe qui s'appelait Papa Daddy. Et puis, donc, on faisait un peu comme nos activités famille ensemble, mais assez rapidement, on a décidé de comme merger les deux groupes. Et c'est devenu la Coalition des familles homoparentales. Donc, c'était le premier changement de nom parce que nous, on était déjà comme enregistrés comme un organisme. Donc, on a gardé notre numéro d'enregistrement, mais on a changé notre nom pour devenir ce qu'on appelait dans le temps, un groupe mixte. Donc, hommes et femmes. Si comme il y avait juste deux genres. On a évolué depuis. Oui, évidemment. Mais dis-moi, à l'époque, il faut aussi dire que, et encore de nos jours, les gens ont un certain regard sur les familles où c'est deux papas. Je ne sais pas si le regard est pareil pour les femmes, mais on voit tout de suite qu'il y a comme un « Oups, on a peur de ces familles-là ». Mais même, plus pour les hommes, c'est sûr, parce que la parentalité est associée avec la maternité. Mais même pour les familles lesboparentales, il y a eu comme une progression dans les attitudes comme autour de 2002, quand on a lutté pour l'avancement des droits pour les familles homoparentales. Il y avait très peu de Québécois qui étaient à l'aise avec l'idée d'une famille homoparentale. Puis les opinions ont progressé à travers les années, à un point jusqu'à comme la grande majorité des Québécois sont à l'aise avec nos familles, mais récemment, avec le recul et puis la montée des discours haineux et puis des attitudes très conservateurs comme les États-Unis, puis tout ce qui se passe, on voit que comme ça, on a comme reculé un peu. Donc, il y a moins des personnes qui sont à l'aise avec nos familles encore. Oui, on peut le lire aussi. Certains politiciens instrumentalisent aussi les familles homoparentales ou lesboparentales ou LGBT+, pour faire avancer certaines parties de leur discours. Oui, c'est ça. Et puis, la chose, c'est que nos familles existent. Ils ne vont pas cesser d'exister. Donc, ce n'est pas comme une débat sur si on doit exister ou non. On est là. Et puis, il y a des lois, heureusement, au Québec, qui nous protègent sur tout ça. Mais les attitudes sont moins ouvertes qu'avant. La coalition a vraiment évolué avec les années. Vous faites de l'information, vous faites des formations. Parlons un peu de ce que vous faites maintenant, 30 ans plus tard, pratiquement. Oui, c'est 27 ans maintenant. 27 ans plus tard. Oui, c'est ça. Mais on a 3 grands volets à la coalition, volet de travail. Donc, il y a le volet défense des droits parce qu'on est désigné comme un groupe de défense des droits. Donc, on a travaillé sur beaucoup de lois à travers les années, que ce soit le mariage, les discours haineux, des lois sur l'intimidation, sur la procréation assistée, beaucoup de différentes choses. Donc, ça continue. Et puis, on est même dans un cas sur la pluriparentalité maintenant. Donc, on a Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la pluriparentalité? Oui, la pluriparentalité. Que je peux même pas le dire. Il y a beaucoup de P, hein? Oui, pluriparentalité. Oui, pluriparenté. Mais c'est une famille pluriparentale, c'est une famille où il y a plus que 2 parents. Donc, socialement, parce que légalement, au Québec, ces familles ne sont pas encore reconnues dans le Code civil.
Puis, il y a maintenant 3 autres provinces canadiennes où ces familles sont reconnues. Donc, On parle de quoi? Des familles parfois où il y a un père, une mère, puis là, il y a une nouvelle maman qui s'ajoute ou... Oui, mais pas nécessairement qui s'ajoutent, mais des familles qui sont fondées comme ça. Sont fondées comme ça. Oui, c'est ça. Donc, les exemples classiques de ça, c'est où une couple lesbienne avec un homme gay qui est comme le donneur, mais c'est pas juste un donneur de sperme, c'est un homme qui veut s'impliquer comme parent dans la famille. Donc, c'est 2 mères et un père. Ça peut être 2 hommes avec une femme porteuse, mais elle n'est pas juste femme porteuse, c'est une personne qui va être la mère. Ça peut être aussi des amis. Ça peut être comme 3 hommes qui veulent adopter un enfant. Et les familles reconstituées parfois aussi? Mais on vise moins les familles reconstituées. C'est plutôt des familles qui sont fondées comme ça par exprès. Puis il y a des personnes qui vivent du polyamour, donc exact, ça aussi... oui, c'est ça. Donc, ça peut être des familles où les parents sont polyamoureux ou non. Donc, c'est pas nécessaire qu'ils soient polyamoureux, mais comme c'est sûr qu'on lutte pour ces familles aussi. Et j'imagine que ça c'est pas toujours très populaire dans certaines franges de la société. Hein? Mais oui, c'est comme on a essayé avec, il y a eu 2 réformes de droit familial au Québec dans les dernières années, en 2022 et puis 2023. Et on a essayé, on a présenté des mémoires, on était présent dans les consultations, puis j'ai vraiment essayé de promouvoir ça à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas marché du tout. C'était un refus total. Et puis, donc, on a décidé, on n'a pas le choix, on va aller devant les tribunaux. Donc, on a un cas devant la Cour supérieure. Là, cette fois-ci, tu ne payes pas ça de ta poche, là, quand même. Pas cette fois-ci, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne payes pas ça de ta poche toi-même. Non, c'est... Parce que les autres fois, c'était toi et ta conjointe. Mais on est très chanceux. On a trouvé 2 grands bureaux d'avocats, Norton Rose Fulbright et McCarthy Tétrault, qui font ça pour nous pro bono. Oh, wow! Donc, c'est incroyable. Et puis, on est arrivé à la Cour supérieure avec une gang d'avocats. Wow. Le juge a dit, la moitié du barreau du Québec était avec nous aujourd'hui. Et puis l'autre chose que vous faites aussi à la Coalition, vous faites des formations. Oui, c'est ça. Et vous avez des activités familiales exactement. aussi. Donc, les 2 autres volets, c'est les services qu'on offre à nos membres, donc des ateliers, des conférences, des groupes de discussion, groupes de soutien, activités familiales comme cabane à sucre, toutes ces choses-là. Et on a le volet formation dont je suis très fière. Donc, on a une équipe de une dizaine de formateurs, formatrices qui vont partout au Québec, dans toutes les régions et font toutes sortes de types de formations aussi, comme toutes sortes, évidemment, sur la diversité sexuelle de genre, mais on couvre plein de sujets différents, les jeunes trans et non-binaires, l'homophobie et la transphobie dans les sports, la famille, évidemment, mais plein de sujets. Et on forme plusieurs milliers de personnes chaque année au Québec. On va parler de ta famille. Parce que là, on a parlé de tes grandes implications, ton engagement, qui est absolument admirable, qui a été reconnu aussi, je vais le dire. Hein. Tu as reçu plusieurs reconnaissances de la part du gouvernement du Québec et même du gouvernement canadien, plusieurs reconnaissances. Puis ça, je pense que c'est important de le souligner pour l'avancement des droits des personnes LGBT, notamment des familles. Mais on va parler de ta famille, tes enfants. Oui. C'est mon sujet préféré. Ah, bon, on va y aller. Alors, parle-moi de tes... Je suis une mère juive. Attends, on va parler dans les clichés, mais j'avais tout plein de questions qui venaient juste en disant ça. Mais la maman juive, elle peut me parler de ses 2 enfants. Qui sont-ils? Oui, mais j'ai July, qui a 26 ans, qui est une designer urbaine très dynamique. Puis j'ai Simon, qui a 25 ans, qui est ingénieur, donc aérodynamique. Alors, comment ont-ils vécu ça, de vivre avec 2 mamans? Mais ça varie de différents points dans leur vie, comme quand ils étaient enfants à l'école primaire. Il n'y avait pas de grands problèmes autour de ça. Un peu de taquinage à l'école, mais pas énormément. Au secondaire, par contre, fait qu'ils ont grandi comme dans les milieux scolaires où il y avait quand même de l'homophobie. Donc, au début du secondaire, ils étaient comme...
on va pas dire tout de suite que vous êtes nos deux mamans. On va cacher ça un peu. Donc, ils attendaient avant d'amener des amis à la maison au début du secondaire. Puis, quand ça a avancé plus vers le fin du secondaire, c'est devenu plus cool d'avoir deux mères. Donc, ça a changé avec les différents âges. Ils sont évidemment, maintenant complètement à l'aise avec ça et puis très sensibilisés à ça. Mais oui, c'était pas ça allait bien pour nos enfants. Mais nos deux enfants, peut-être ça ne sera pas une grande surprise, mais nos deux enfants ont des forts caractères. C'est de Nicole, je suis certain. Hein? Oui, mais Nicole aussi, elle a un très grand caractère aussi. En fait, je fais des blagues, j'en connais très peu. Oui, non, elle est elle donne le look d'être très flexible et douce, ce qui est vrai d'un côté, mais elle est aussi une personne qui est très forte et puis qui a ses opinions et puis qui est têtue de sa propre façon. Donc, on est toutes les deux ça fait des bonnes discussions. Oui. Moi, je t'ai rencontré à l'époque où les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Oui, j'avais fait une entrevue à Radio-Canada avec toi, avec les enfants, mais on voyait déjà que c'était des enfants qui avaient aucune hésitation, aucun problème à s'affirmer. Non, pas du tout. Les deux sont très forts et à l'aise dans leur peau. Moi, je suis très fière d'eux autres. C'est deux enfants qui ont leurs propres opinions, qui suivent pas tout le monde, qui sont très différents aussi l'un de l'autre. Mm-hmm. Donc, ce qui me plaît beaucoup, c'est pas comme si on les a influencés. Ils ont leur propre personnalité, leur propre goût. Et puis, ils sont deux enfants pour qui la justice sociale est très importante aussi. Ça, ils ont hérité ça de leur mère. Je dis au pluriel. Oui, exact. Dis-moi, tu disais qu'à l'école, arrivé au secondaire, ils étaient un petit peu plus hésitants à parler. Oui. Ça t'a pas un petit peu fait un pincement au cœur de savoir que... Mais oui. OK, on veut les protéger. Et puis, on n'a jamais obligé nos enfants de militer pour nous de tout. Et puis, ils l'ont pas fait. Ils ont juste vécu leur vie normale. C'était pas leur pas débat, mais leur... c'est pas leur combat, ouais. Combat, c'est le mot que je cherchais, oui, merci. C'était pas leur combat, mais c'est ça. Donc, je pense que ils ont eu des bonnes enfances, c'est bien passé pour eux autres, honnêtement. Je fais l'entrevue avec toi, fait que je peux pas poser la question aux enfants, mais estimes-tu que tu es une bonne maman? J'aimerais bien leur poser la question, je suis certain qu'ils vont dire oui. Mais... Tu sais, c'est très difficile d'être une parent. C'est vrai. Et puis, je pense que tout le monde... Les enfants ne viennent pas avec un manuel d'instruction, hein? Non, du tout. Et puis, ils sont tous différents. Et je pense que les meilleurs parents sont ceux qui n'ont pas encore d'enfants. C'est difficile d'être parent et c'est toujours un challenge. Et puis, on n'est pas parfait. Puis, je reconnais ça que j'ai fait des erreurs, particulièrement avec... je pense avec ma fille qui a fait une coming out comme trans à un certain âge et j'étais malgré le fait que je lutte pour les personnes trans depuis des années, j'étais très surprise quand elle a fait son coming out. Et j'étais pas à ma meilleure, j'étais déçue parce que j'ai pensé, oh my God, elle va gâcher sa vie, ça va être difficile sa vie, elle va pas trouver un emploi, elle va pas avoir une conjointe. J'étais un peu pessimiste sur tout ça. C'était difficile pour moi jusqu'au point, Nicole était beaucoup mieux. Elle était tout de suite on t'aime, n'importe quoi qui arrive, on va être là pour toi, qui est la réponse parfaite. C'est sûr, moi, j'étais quand July nous a annoncé ça, je suis allée à la salle de bain puis j'ai pleuré. J'étais ça va être difficile parce que particulièrement il y a 10 ans, c'était difficile, mais même maintenant, aujourd'hui, c'est très difficile pour les personnes trans. Et puis, pour moi... Il y a une telle haine envers les personnes trans. Je peux juste voir que ça doit t'inquiéter, là. Oui, c'est ça. J'ai pensé si elle s'habille comme femme, elle a presque 6 pieds, elle va être battue, j'ai juste vu la projection de sa vie dans ma tête. C'était ça va être tellement difficile, sa vie. Mais à un moment, Nicole m'a dit... Tu commences à agir comme ton père. Elle m'a rappelé que mon père était quand il a su que j'étais lesbienne,
il était comme pas à l'aise avec ça, et puis il pensait comme un peu qu'on va gâcher nos vies comme couple, une couple lesbienne, ça va être très difficile pour nous. Et puis finalement, comme j'ai la plus belle vie possible, je peux pas demander mieux. Et puis je suis tellement contente que je suis lesbienne. J'ai eu comme une vie absolument magnifique dans tous les sens. Donc, comme quand l'école m'a dit ça, j'ai réalisé, mais c'est comme c'est historique. Comme là, c'est un temps peut-être un peu plus difficile pour les personnes trans, mais je vois déjà comme ça fait comme plusieurs années maintenant que ma fille est haute comme femme trans, et puis sa vie a beaucoup amélioré. C'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est beaucoup plus heureuse qu'elle était avant. Elle est comme... Tout va bien, elle a un bon emploi, elle a une conjointe... on peut pas, elle a beaucoup de plaisir dans sa vie, elle voyage, elle est comme, on peut pas demander mieux, elle est beaucoup plus heureuse qu'elle était comme quand elle était garçon. Et comment ça s'est résolu tout ça? Vous vous en êtes Mais parlé? ça m'a pris, mais c'est ça, on a toujours, oui, l'amour était toujours là, et Mhm. puis je n'étais jamais comme pensé, oh, je vais rejeter mon enfant, c'était pas de tout ça, mais je n'étais pas aussi smooth que j'aurais dû être, comme Nicole était beaucoup mieux que moi. Moi, je suis plus émotive qu'elle. Publiquement, parce qu'elle est très émotive aussi, mais comme je suis plus expressive dans mes émotions. Et puis, ça m'a pris du temps. Et puis, ça m'a pris aussi comme le temps de voir comment elle était heureuse. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Mais je sais, comme la première fois qu'elle a acheté comme des souliers avec des hauts talons, au lieu de comme l'accueillir dans ça, j'ai dit, tu vas être battue dans notre quartier. Ouf, Oui, c'est ouais, ça, j'aurais pas dû dire ça. ouais. C'était comme pas une bonne chose à dire. Puis j'ai honte d'avoir dit ça, mais c'était mon instinct, un peu comme protectrice, comme Oui. parent, comme j'ai pensé, comme pour vrai, elle va avoir des difficultés, puis je veux pas qu'elle soit battue. Moi, je vais te dire, Mona, ça prend beaucoup de courage pour une personne comme toi, qui est vue publiquement comme cette personne qui fait avancer les choses pour les familles LGBT+, euh, d'avouer que moi aussi, J'ai eu des préjugés, ouais. puis j'étais pas parfaite, et puis Ça prend je beaucoup de donne des courage. formations pour l'INSPQ aussi, ça Mhm. fait que c'est un autre job que j'ai à côté. Et L'Institut puis, national de santé publique, oui. oui, la santé publique, Ouais. exactement. Et puis, maintenant, quand on fait comme, on parle des parents, des enfants trans et tout ça, je suis beaucoup plus comme dans les zones grises. Je suis pas comme aussi comme, c'est pas aussi noir et blanc comme tout de suite. Il faut qu'on, mais c'est normal qu'on a des difficultés au début, comme, ouais, ma fille a réfléchi à ça pendant des années. Moi, j'avais pas comme eu ça dans ma tête, j'ai pas eu le temps de process toute la Mhm. chose. C'est comme ça m'a pris un bout de temps. Et comme, donc, et c'était un deuil aussi, pas un deuil dans le sens que ma fille est toujours là et puis elle est très heureuse et on a une relation super proche. Mais le deuil de la personne que je pensais qu'elle va être, donc, c'était comme, elle est devenue une autre personne qui est très belle et ça va très bien, mais c'était pas comme ce que j'avais en tête. J'ai aussi comme choisi un nom pour cette personne et comme avec beaucoup de soins. Et puis, donc là, le nom a été effacé. Donc, il y a certains petits deuils qu'on doit faire, mais en même temps, on voit notre enfant qui va bien. Donc, ça, c'est le plus important. Mona Greenbaum, il va t'arriver quoi maintenant? Parce que je pense que tu as des projets, Mais oui. personnellement, oui. Mais oui, mais oui. Mais je vais prendre ma retraite l'année prochaine, en mars 2026. Mais ça va être une demi-retraite parce que je suis quand même, je vais juste avoir 61 ans, 62 ans C'est l'année tout jeune, prochaine. ça. Ouais. Je pense, oui. Mais c'est ça, donc ça va être, je vais continuer à enseigner comme pour l'INSPQ, pour la coalition, je vais faire des formations, puis probablement d'autres contrats. J'ai acquis beaucoup, quand même, comme des pratiques que j'ai acquis à travers les années avec la coalition, donc je peux comme aider d'autres organismes. Je sais pas quoi exactement, peut-être je vais... faire mon jardin, I don't know. C'est vraiment, je vais savoir quand je vais commencer à le faire. Puis je pense que ta conjointe aussi va prendre la retraite. Non, pas tout de Pas tout de suite. suite. Elle comme... Les médecins, on veut pas qu'ils prennent leur retraite trop Mais vite, hein? elle aussi, elle adore son travail, Ouais. comme beaucoup. Comme là, moi, je commence à être fatiguée, mais elle, non, comme elle continue d'adorer sa pratique et tout ça. Mais elle va prendre sa retraite, mais dans quelques années.
Et la militante va toujours être là parce que je t'ai entendu parler tout à l'heure de ton inquiétude. Puis c'est vraiment inquiétant ce qui se passe avec, on peut le nommer Donald Trump et toute la montée d'extrême droite dans notre monde. Oui, c'est ça. Et puis je trouve ça comme, pour moi, c'est comme une fin de carrière un peu triste, pour être honnête, parce que comme j'ai dit, j'ai toujours vu du progrès. Puis c'est le premier recul que j'ai vu pour vrai, comme vraiment un recul important. Mais la coalition va continuer et puis je suis certaine qu'on va continuer éventuellement à avancer. On va passer à travers cette période difficile. C'est des périodes très, très, très dures. Et tes enfants, tu les vois où maintenant, là? Pardon? Comment tu vois l'avenir de tes enfants? Mais ils vont très bien. C'est deux enfants qui sont devenus des adultes autonomes, qui ont leur propre vie. Et donc, la chose qui me rend tellement heureuse, c'est comme qu'on a une relation très proche avec nos deux enfants. Comme ils sont toujours là pour souper dimanche soir et puis ils parlent à nous. Donc, ça, c'est comme... Ça file bien. C'est comme la joie de ma vie. Mona Greenbaum, je pense qu'au nom de toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous auront écoutés dans cet entretien, je voudrais personnellement, puis au nom de toute l'équipe de Canal M, te remercier. Ça fait plaisir. Vraiment une entrevue où tu as été plus que généreuse et plus que humble aussi de parler de pas juste les bons côtés de Mona Greenbaum. J'ai trouvé ça vraiment sympathique de ta part d'avoir fait. Puis je pense que ça va nous aider beaucoup à améliorer notre société. Merci tellement. Mona Greenbaum, dans notre invité à Affirmation. Alors, je voudrais remercier toute l'équipe qui est derrière nous à cette émission. Maurice Bolduc à la régie. Et puis, je veux remercier toute l'équipe de Canal M, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. J'anime et je réalise Affirmation à Canal M.